C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire autour de la réalité virtuelle et des soins rééducatifs. Je suis pour ma part Laura Bédubourg, donc je suis adjointe de direction au sein de l'association Saint-Hélier. L'association Saint-Hélier, c'est une association à but non lucratif qui regroupe des activités sanitaires et médico-sociales sur Rennes et sur le pays de Redon. Donc, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je vais juste présenter quelques règles du jeu pour une bonne participation de tous. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez participer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau via le chat. Si vous pouvez couper vos caméras et micros, c'est idéal pour la gestion du flux et puis pour les intervenants. Donc, voilà, elles sont naturellement coupées, mais l'idée, c'est de les laisser couper et de plutôt poser vos questions au fil de l'eau dans le chat. Et maintenant, je vais laisser la parole pendant 45 minutes à Bastien Prodé, qui est responsable du lab et qui sera le modérateur, et Patrice Piette, qui est la guest star et chef de projet au sein du lab Saint-Hélier. Voilà, bon webinaire. Ouais, donc, bonjour à tous. Avant de passer la parole à Patrice, juste deux mots sur le lab. Donc, le lab à Saint-Hélier, c'est le service qui coordonne les activités de recherche clinique et aussi les activités de recherche et de développement en lien avec des partenaires industriels, académiques, start-up, etc., dans le champ de l'autonomie et du handicap, avec des axes qui vont de la robotique à l'intelligence artificielle appliquée à la santé, en passant bien sûr par la réalité virtuelle. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le lab, n'hésitez pas à suivre notre fil sur les réseaux du pôle Saint-Hélier. Et pour ce soir, on est ravis de passer la parole à Patrice Piette. Coucou Patrice, qui est chef de projet au lab et qui va vous parler un petit peu de réalité virtuelle. Salut Patrice. Bonjour à tous. Voilà, on est parti pour un petit webinaire sur le sujet. Je suis Et donc, ouvert à vos questions. Il y a plein de thèmes qu'on va essayer d'aborder. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de survoler vraiment l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur la réalité virtuelle. ok, donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Et pour démarrer, Patrice, moi, j'ai une première question. Alors, quand on parle de réalité virtuelle en 2022, de quoi on parle en fait? Voilà une première question très intéressante et tellement surprise qu'on va pouvoir parler de, effectivement, qu'est-ce que la réalité virtuelle, puisque c'est un sujet. En fait, le terme, il n'est pas hyper nouveau parce qu'il est apparu il y a quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, on a une définition quand même qui est à peu près calée sur ce qu'est la réalité virtuelle. Donc, on parle en fait de l'expression qui renvoie à une technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement artificiellement généré par des logiciels. Donc c'est ça qu'on entend par réalité virtuelle aujourd'hui. Alors lorsqu'on regarde cette définition, finalement, il y a des points, des vocabulaires qui sont utilisés qui sont quand même extrêmement importants. Il y a le système, il y a le terme d'environnement qui est important. Alors artificiellement généré par des logiciels, on va voir ce que c'est. Ça peut être des environnements complètement nouveaux créés, mais ça peut être aussi tout simplement de la 360 de la vidéo, c'est-à-dire des images qui sont vraies, de réalité, qui sont réintroduites dans ces systèmes. Et puis ça renvoie aussi à ce qui simule la présence physique. Donc ça, c'est un élément important, la notion de présence physique, parce que lorsqu'on regarde la littérature scientifique et qui parle de réalité virtuelle, eh bien on a un petit peu de tout et on a des degrés d'immersion en fait qui sont différents. Lorsque vous regardez un écran comme celui-là, comme vous êtes en train de regarder en ce moment, donc un petit écran, vous êtes sur grand écran, vous êtes peut-être sur smartphone ou sur tablette, bah, c'est pas la même chose que si vous avez ça sur un écran qui fait 4 mètres de large et c'est pas du tout la même perception que vous aurez des choses. Donc si on regarde un petit peu comment ça a évolué au cours du temps, donc la notion de réalité virtuelle et d'expérience en réalité virtuelle, elle apparaît dans les 1950. Il y a un appareil qui s'appelait le Sensorama, donc qui avait été créé. C'est une espèce de boîte dans laquelle vous étiez assis, et puis on simulait autour de vous, dans la vue, le son, l'expérience d'un théâtre. Vous étiez au théâtre, comme si vous étiez assis sur une place de théâtre. Et puis c'est en 1970, on parlait de réalité artificielle. On ne parlait pas de réalité virtuelle encore à ce moment-là. Et à partir du moment où on a eu le premier casque de réalité virtuelle qui a été créé par la NASA et pour les astronautes dans les années 85, là on a eu voilà, la généralisation du terme de réalité virtuelle, donc système qui simule un environnement par des logiciels dans lequel on va plonger un utilisateur.
Donc voilà, ça c'est l'histoire. Alors après, une fois qu'on a fait ça, ben, on peut en faire de tout. On peut en faire de la formation. Il y a les militaires qui s'y sont très tôt intéressés à la réalité virtuelle. On peut l'utiliser dans le médical. On peut l'utiliser sur des formations, par exemple, sur des postes dangereux. C'est extrêmement fait aussi. On peut utiliser la réalité virtuelle. Elle est très utilisée également dans l'architecture. On reconstruit des maisons. Maintenant, vous avez des visites hein, en 3D, en réalité virtuelle, ou même pour les architectes, ils peuvent imaginer des bâtiments qui sont construits. Elle est utilisée dans l'industrie. On peut naviguer autour d'une voiture qui n'existe pas, mais qui vous rend en fait l'image 3D de cette voiture. Dans le juridique aussi, on a commencé à reconstruire des scènes de crime en fait à partir de la réalité virtuelle, à partir de la description des gens, pour voir comment ça collait. Donc il y a de nombreux champs d'action. Et puis la réalité virtuelle, elle est bien sûr introduite dans le monde médical. Alors je dis bien sûr, ça représente une petite part, hein, une toute petite partie du marché en fait de la réalité virtuelle pour l'instant, bien que les perspectives soient énormes, mais pour l'instant c'est une toute petite partie. Alors on l'utilise évidemment en rééducation, on va l'utiliser aussi en chirurgie, soit pour de l'opération de la chirurgie à distance, soit pour de l'apprentissage également à la chirurgie, et puis on va l'utiliser en psychothérapie pour les traitements des comportements. Alors là on voit très très bien l'utilisation des phobies par exemple qui sont faites, et on va utiliser cette réalité virtuelle pour ça. Donc, je reviens sur le vocabulaire parce que ça, c'est important, qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un environnement. Donc ça, c'est des mots quand même clés. Et donc, on a la notion d'immersion, la faculté de croire en fait à l'idée qu'on est dans le milieu sur lequel on se projette. En tout cas, on nous projette. Et puis, la notion de présence aussi. Donc, on se sent présent dans cet environnement. Alors, quand on se sent présent dans ces environnements, on peut avoir des expériences, voilà, de ce type-là, ou voilà, si vous avez l'habitude de faire des jeux, ou si vous voulez faire des jeux, eh bien, lorsque vous vous retrouvez en 3D, en 360, voilà, dans cet environnement, comme le jeune homme, il est, eh bien, vous avez cette sensation de présence, d'assister à quelque chose et d'être dans la scène. Et vous pouvez avoir, alors si vous aimez les sensations fortes, on peut vous produire des sensations fortes également dans ces types d'environnements qui sont aujourd'hui, avec la qualité graphique qu'on peut avoir, comme vous pouvez regarder, on a vraiment des qualités graphiques qui peuvent vous amener à imaginer que vous êtes vraiment plongé dans un environnement qui est proche de celui qui pourrait être réel, même s'il est complètement fantastique. Voilà pour cette introduction. Ok, merci Patrice. Dans ton introduction, tu as parlé de deux notions qui semblent importantes dans l'expérience de l'utilisateur, c'est l'immersion et le sens de présence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, l'immersion, c'est vrai que c'est important. C'est pas non plus quelque chose de nouveau. J'ai un problème de couleur sur ma diapo. Alors, attendez, j'ai juste à relancer. Voilà. Hop. Voilà. Tac. Voilà, ça va quand même mieux marcher. Euh, donc, la sensation de présence qui sont des mots-clés, c'est pas. Euh, voilà, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Vous imaginez, on est en 1885 et il y a les Frères Lumière qui vont projeter ce film qui est l'introduction en fait ou l'arrivée du train dans la gare de la Ciotat, et ils ont l'idée de le projeter sur un écran suffisamment grand pour avoir l'impression que cette locomotive qui arrive, eh bien, elle est de la taille réelle d'une locomotive. Et là, dans l'assistance, on va avoir une première réaction de recul et d'appréhension par rapport à l'idée, en tout cas à la vue de cette locomotive qui rentre, comme si elle rentrait un petit peu dans la pièce. Donc la notion de présence et la notion d'illusion d'être dans un environnement virtuel, voilà, c'est créé en 1895. Et depuis, on a repris ça au cinéma. Lorsque vous allez au cinéma, l'idée, c'est de pouvoir couvrir en fait vos sens, et la couverture du sens pour vous amener à être présent dans cet environnement, elle se fait bien sûr au niveau visuel, alors en 2D, c'est un simple écran et elle est partielle, mais on essaie de la rendre maximale en étendant le champ visuel le plus possible. Donc l'histoire du grand écran, elle est très importante. Et puis en plus au cinéma, eh bien, on vous met complètement dans le noir de ne pas avoir d'autres informations visuelles qui puissent arriver sur votre rétine pour vous obliger, pour vous amener à être carrément dans le film. Alors ça, c'est le cinéma classique. Maintenant, on a le cinéma 3D dans lequel on introduit en fait une autre dimension, celle de la profondeur. Donc l'idée de se sentir encore un peu plus dans l'environnement par la profondeur, l'idée du 3D. Alors
alors partielle, et puis on arrive à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité à pouvoir rentrer dans ces environnements 3D, mais à 360 degrés, c'est-à-dire que vous regardez autour de vous, vous êtes toujours dans l'environnement, il n'y a pas votre voisin, il n'y a pas votre voisine, vous êtes vraiment dans le milieu physique qui a été simulé. Sur la couverture auditive, elle est pareille, on est passé de la monophonie, la stéréophonie, et puis à 3D. Alors c'est utilisé au cinéma, et ça va être utilisé aussi en réalité virtuelle, où le son va couvrir complètement, et vous allez entendre des bruits, où vous allez pouvoir vous détourner, regarder derrière vous, et vous avez vraiment quelque chose qui se passe derrière vous, vous êtes capable d'identifier l'origine du bruit dans la réalité virtuelle. Donc cette couverture sensorielle, elle est extrêmement importante, et on a plusieurs façons en rééducation de pouvoir la couvrir, puisque l'important c'est vraiment cette couverture. Alors vous avez des systèmes assez simples, alors qui paraissent assez simples quand même, mais qui sont un petit peu compliqués. Donc on n'est plus sur des écrans plats, mais on va être sur des écrans circulaires, donc qui vous projettent un environnement virtuel sur 180 degrés et dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Donc là, vous n'avez pas ce cadre de réalité virtuelle, vous n'avez pas de sensation de 3D, vous êtes simplement au milieu d'un grand écran. Là, c'est le système Karen sur lequel on va mettre une plateforme, on va vous faire un certain nombre d'exercices et puis vous avancez, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'interaction avec l'environnement. Lorsque vous avancez, eh bien, vous avez l'impression d'avancer véritablement dans un décor. Et donc ça, c'est les systèmes relativement simples, bien qu'au niveau coût, c'est quand même pas si facile que ça. Vous avez une plateforme qui réagit un petit peu dans tous les sens. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire des exercices d'équilibre. Enfin bref, il y a plein d'actions possibles. Après, vous avez un autre système beaucoup plus perfectionné qui sont les systèmes Cave. Alors ce sont des systèmes qui sont pas très peu utilisables en rééducation, mais vraiment en exploratoire parce que ça coûte très cher. Donc là, ce sont des pièces entières sur lesquelles on va vous projeter des films alors au plafond, sur les côtés. Il y a juste un mur en fait qui reste libre, c'est celui sur lequel on projette et on observe la scène. Et là, on utilise en fait la technique de 3D, c'est-à-dire de dissociation de deux images avec les couleurs qui sont dissociées, de façon à créer en fait l'illusion de la 3D. Voilà, on voit ici les observateurs qui sont derrière et qui sont dans le mur. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France de ces systèmes-là. On a la chance d'en avoir un à Rennes et on verra un petit peu plus tard qu'on a eu l'occasion de faire des expériences aussi là-bas. Vous avez ces petites lunettes là qui sont posées. Alors, c'est les lunettes 3D qui vous permettent de créer et en même temps, vous avez des capteurs donc, qui vous permettent de capter votre regard, c'est-à-dire la position de votre tête, de façon à pouvoir orienter la projection dans toutes les directions. Donc ça, c'est les systèmes CAV qui permettent énormément de choses. Par exemple, c'est utilisé dans l'industrie. Quand je vous parlais des voitures tout à l'heure, ce sont les systèmes CAV qui peuvent être utilisés ou alors l'autre solution, bah, c'est le casque de réalité virtuelle. Ça, c'est la troisième façon de créer ces environnements. Alors, ceux-là sont évidemment beaucoup plus accessibles au niveau des tarifs. L'idée est assez simple. Vous avez deux lentilles à l'intérieur qui vont vous projeter chacune un film avec un léger décalage. Donc, c'est la même scène avec le décalage. Donc, ça recrée la notion de profondeur. Et puis, vous avez des capteurs à l'intérieur qui enregistrent à la fois vos mouvements, vos accélérations, votre position du casque, qui permet à l'ordinateur de vous plonger dans l'environnement et quels que soient les mouvements que vous allez faire, de vous situer exactement dans la scène que vous êtes en train de visionner. Donc là-dessus, les casques sont des éléments extrêmement importants et puis ce sont des éléments grand public aujourd'hui. Donc les moins chers sont autour de 300 et quelques euros. Alors vous en avez des beaucoup plus chers, très sophistiqués, qui ont des prix beaucoup plus élevés. Mais globalement, c'est une technologie en fait qui a permis d'introduire dans la rééducation des choses de façon beaucoup plus facile. Voilà, une fois que ça c'est fait, bah, on peut créer tous les environnements qu'on veut. On peut créer des environnements virtuels complètement délirants, hein. Du moment que vous vous sentez dedans, c'est l'essentiel. Et puis là, alors il y a beaucoup de jeux qui sont faits à partir on va dire, de décors complètement imaginaires, mais aussi on a voilà, du simulateur, des simulateurs de conduite d'avion, de conduite de n'importe quoi. Vous pouvez être à l'intérieur en fait et vraiment vous croire dans ces éléments-là.
On peut aller encore beaucoup plus loin avec les casques de HMD, puisque là, vous avez des scènes en fait de jeu sur des terrains entiers, où là, on met des gens, vous voyez, c'est comme des terrains de sport. Les gens sont avec des casques de réalité virtuelle. Alors, on peut voir sur les images, sur les grands écrans, ce qu'eux, ils voient. Et eux, ils sont dans un labyrinthe avec des adversaires. Bref, il y a des jeux qu'on peut développer là-dedans. Et voilà, le casque de réalité virtuelle, il n'est pas forcément statique sur 2 mètres autour de soi. Il peut être introduit également dans des choses comme ça. Alors, ça demande de la place quand même pour pouvoir se déplacer, mais c'est possible. Alors, quand on n'a pas de place, eh bien, on tombe sur d'autres systèmes, des systèmes de réalité virtuelle qui vous permettent de courir. Alors là, on voit, c'est OmniPro, donc c'est un autre système. On voit comment ça stimule un petit peu chez les jeunes. Et voilà, eux, ils ont l'impression de courir sur place. Donc ils avancent, ils avancent, ils avancent, ce qui leur permet d'avancer dans l'environnement virtuel et de jouer à ce qu'on leur propose ici. Je crois que c'est un jeu où il doit dégommer des choses, un petit peu comme beaucoup de jeux de réalité virtuelle actuels. Donc voilà, la technologie, elle va permettre en fait beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, sans parler de OmniPro, là, qui est vraiment du patinage un petit peu sur place, il y a des systèmes en fait de tapis roulants multidirectionnels qui permettent d'avoir un déplacement dans toutes les directions et pas simplement dans une seule direction. Aujourd'hui, ça existe. Ce sont encore des technologies qui sont naissantes et qui ne sont pas complètement abordables pour l'instant pour le grand public ou même la rééducation compte tenu des coûts qui sont dedans. Donc, je vous disais les 360 degrés, donc les vraies images. Donc, par exemple, Simango, qui est un organisme de formation qui utilise la réalité virtuelle, donc qui est à Rennes et qui fait ça, eh bien, vous avez des formations qui ont été tournées dans des services de réanimation et vous allez vous retrouver. Donc là, on voit la personne, vous voyez la façon dont elle regarde autour d'elle. Vous vous retrouvez en présence à l'intérieur de ces décors ici de réanimation où vous pouvez assister à des événements quasiment en direct où vous pouvez même choisir votre place. Alors suivant les enregistrements et les films qui ont été faits, il y a des films où on peut filmer la même scène avec plusieurs caméras qui va vous permettre en fait de choisir l'emplacement dans lequel vous êtes. Donc c'est des prises de vue à 360 degrés là qui vous permettent d'être exactement. Et puis là, on va vous demander d'interagir avec les environnements. Donc ça, c'est de la formation qui utilise du 360 degrés. Alors, on peut encore aller plus loin dans la couverture sensorielle. On a vu, c'est la vue, on a vu que le son était bien couvert, mais on peut aller aussi sur la Vous couverture m'entendez bien? tactile et proprioceptive en introduisant d'autres systèmes, donc soit local, soit général. Alors on connaît les gants haptiques qui simulent au niveau de la main, mais on a aujourd'hui des vestes également que vous allez pouvoir enfiler et qui vont vous donner l'impression, donc qui vont créer en fait sur la peau des vibrations qui vont vous donner, quand vous êtes dans un environnement, bah, la sensation d'avoir quelque chose qui vous touche ou la sensation de toucher quelque chose. On voit cette jeune fille ici qui reçoit en fait des tirs sur elle et vous voyez comment elle sursaute à chaque fois. On peut aller encore beaucoup plus loin. Là, c'est Tesla qui fait une combinaison, carrément la combinaison entière, dans laquelle vous allez pouvoir, que vous allez enfiler et qui est à la fois bourré de capteurs, donc qui va créer un avatar et qu'on va contrôler un petit peu dans la réalité virtuelle, et puis en même temps qui est bourré également de stimulateurs dans la combinaison qui vont stimuler aussi les contacts. Alors, elle est spécialement conçue pour des formations sur des situations de risque, donc pour l'armée, elle est utilisée beaucoup dans l'armée aux États-Unis, elle est utilisée chez les pompiers, elle est utilisée chez les policiers, et ça va permettre de réintroduire les gens dans des situations virtuelles, mais avec une couverture visuelle, une couverture auditive et une couverture tactile, proprioceptive, qui va vous faire croire véritablement que vous êtes vraiment dedans. Et il y a même à l'intérieur de cette combinaison des calculateurs qui permettent de calculer votre masse de façon à savoir comment est-ce que vous êtes positionné. Et lorsque vous allez faire des gestes, on va vous dire si le geste il est bon ou il n'est pas par rapport au calcul de masse que vous pouvez faire à l'intérieur avec la vitesse d'exécution, etc. Donc on arrive en fait à des illusions de lieu, d'événements, ça c'est ce qu'on arrivait à faire, et puis avec les histoires d'avatar, avec les histoires de perception corporelle, eh bien on a une troisième illusion qui apparaît depuis quelques années, c'est l'illusion corporelle, l'impression d'être dans un corps différent du sien. Parce qu'une fois qu'on a créé cet avatar on a pu voir là dans Tesla, eh bien, on peut manipuler l'avatar et on peut le modifier et on peut vous faire croire que vous habitez un autre corps. Donc ça, c'est des choses qui sont entièrement nouvelles. Donc par exemple, ici, vous avez
Donc des capteurs qui sont posés un petit peu partout sur le corps et vous voyez le type d'avatar qu'on peut créer. Donc la personne elle se voit dans un miroir et elle se voit au niveau de ses membres eh bien habillée d'une certaine façon. Donc là on lui a mis un corps qui ressemblait au sien et des habits qui ressemblaient à ce qu'elle avait, mais on peut imaginer qu'on mette des corps différents. Et ça s'appuie sur une expérience qui est un petit peu ancienne, donc qui a une quarantaine d'années, qui s'appelle l'expérience de la main en caoutchouc. Alors, The Rubber Hand, vous pourrez regarder sur YouTube, il y a énormément de vidéos en fait là-dessus. L'illusion d'habiter un autre corps, elle est assez ancienne aussi, et elle part du principe que si vous associez une perception visuelle avec une deuxième perception, c'est-à-dire tactile proprioceptive, et ici vous voyez on fait on donne on brosse en même temps le vrai doigt, mais le faux doigt que la personne elle est seule à regarder, eh bien elle va finir par croire que cette fausse main c'est la sienne. Alors là, ils vont un petit peu plus loin, ils vont même à l'agiter avec le mouvement pour la reproduire. Et là, on introduit la notion d'incarnation d'un nouveau corps. Et on peut incarner n'importe quoi. Ici, c'est une scène de harcèlement et on va tester ça. Là, c'est une scène où vous vous retrouvez face à vous-même en tant que psychothérapeute. On vous enregistre, on vous met dans la peau de Freud et on vous fait écouter. Là, vous vous retrouvez dans la peau de Einstein et on va vous demander de résoudre des problèmes. On va comparer vos capacités lorsque vous réincarnez des corps. Ça, c'est un petit peu d'actualité. On va réincarner des gens dans Lénine, pardon, pas dans Staline, mais dans Lénine, sur des discours, sur des foules pour voir comment les gens pouvaient réagir par rapport à ces foules. Et là, bah, on y est presque. Avatar 2 qui va sortir dans pas longtemps. Eh bien, l'incarnation, on peut imaginer qu'on incarne des corps complètement différents qu'on va pouvoir manipuler dans la taille, la grosseur, même l'image qu'on va renvoyer en utilisant des personnalités qui sont connues, par exemple. Vous allez être réincarné quand on voit Einstein ou Freud, bah, vous êtes réincarné dans des choses qui sont connues. Et à ce moment-là, ça introduit une autre dimension à la réalité virtuelle qu'on va pouvoir manipuler. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour assez rapidement du côté immersif, mais vous voyez que les applications, elles sont, au fur et à mesure que la technologie elle avance, elles sont quand même de plus en plus nombreuses. Ok, Donc, merci. une fois qu'on a manipulé, juste pour terminer, on peut imaginer que voilà, on fait une illusion de blessure, et puis soit on gonfle votre corps, soit on le rougit pour voir un petit peu quel type de sensation vous avez dans ça. Ou alors on vous diminue et on vous remet dans l'état d'une enfant pour savoir comment est-ce que vous vous comportez dans un environnement lorsque vous croyez habiter le corps d'un enfant. Ils vont même un petit peu plus loin dans l'expérience. Ils vont vous renvoyer dans le casque votre propre voix, mais retravaillée pour qu'elle apparaisse comme une voix infantile. C'est-à-dire que vous ayez l'impression d'être retourné en enfance. Voilà plein de situations en fait qu'on peut imaginer et qui sont extrêmement intéressantes parce que ça ouvre des perspectives là de rééducation qui sont tout à fait nouvelles. Ok, merci Patrice pour avoir redéfini un petit peu ce que c'est que la notion de sentiment de présence et d'immersion. On a déjà des questions dans le chat, des questions notamment de Gaël et d'Aurélie autour de l'utilisation de la RV. Est-ce qu'il y a des restrictions à l'utilisation de la RV et est-ce que ça s'adresse à tous les profils, notamment tous les âges de la vie? Alors, tous les âges de la vie, on va dire que sur les petits, alors sur les très jeunes, vraiment, il y a des restrictions vraiment sur les très jeunes. Parce que mettre des casques de réalité virtuelle, ça a un impact quand même sur la vue. C'est-à-dire que vous n'avez plus le jeu d'accommodation que vous avez dans la réalité. Et ça, c'est quelque chose dont on pourra reparler tout à l'heure, mais qui perturbe également, qui peut perturber la notion d'équilibre à l'intérieur de la réalité virtuelle, en tout cas de la motricité, parce que cette accommodation ne se fait plus. Donc on considère que chez les jeunes enfants, on ne doit pas mettre, ou pas trop souvent, de la réalité virtuelle, parce que vous intervenez dans la maturation en fait de l'œil et dans sa capacité à pouvoir faire ces jeux d'accommodation. Donc ça peut avoir un danger. Pour les personnes âgées, en dehors des problèmes visuels, parce que voilà, la couverture du champ visuel, il faut la couvrir, donc il faut des gens qui soient aptes à voir, mais tant qu'on n'a pas de problème visuel, eh bien j'allais dire, elle est ouverte à tout le monde. Et on avait fait une expérience dans le lab sur
sur l'activité physique, hein, en réalité virtuelle, sur un peu plus de 300 personnes qui étaient passées dans cette expérience, que ce soit des jeunes jusqu'à la personne la plus âgée, elle avait plus de 90 ans, je crois, Bastien de mémoire, hein, elle avait plus de 90 ans. Et lorsqu'on a regardé, et on avait mesuré l'acceptabilité, c'est-à-dire la façon dont ils accaparaient en fait cette technologie, et on s'était rendu compte que plus on augmentait en âge, meilleure était l'acceptabilité. Quand vous adressez à des personnes âgées, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont vraiment emballées en fait par ce type de technologie et elles sont encore plus motivées pour pouvoir en faire que des jeunes de 20 ans ou 30 ans. Donc c'est vraiment une technologie très très bien acceptée de la part des personnes âgées et voire même plébiscitée par les personnes âgées. Alors on peut imaginer qu'à l'intérieur, elles vont redécouvrir en fait des choses qu'elles avaient perdues. On sait qu'un système comme Live Out, par exemple, qu'on a utilisé, ça permet aux personnes âgées de voyager, de se retrouver dans des espaces en fait qu'elles avaient perdu de vue, de se retrouver dans des villes qu'elles n'ont jamais visitées ou qu'elles aimeraient faire, et puis se retrouver à faire des actions qu'elles avaient perdu l'habitude de faire. Donc ça, c'est une motivation assez Merci, grande. merci Patrice pour ta réponse toujours courte et concise. Et on va avancer un peu. Euh, En fait, la question aussi, c'est concrètement, euh, en rééducation, qu'est-ce qui est utilisé? Alors, qu'est-ce qui est utilisé à Saint-Hélier, mais aussi qu'est-ce qu'il existe sur le marché comme solution sur étagère pour faire de la rééducation avec nos patients? Alors, on va commencer par Saint-Hélier pour voir un petit peu ce qui se passe sur Saint-Hélier. Donc, dans les soins courants, on a plusieurs solutions. Alors d'abord, il faut dire que toutes les solutions, on les teste, c'est-à-dire qu'on ne les prend pas comme ça sur les marchés. On les a toutes testées. Et on est, voilà, et pas qu'une seule fois, hein. Voilà, Bastien, on te revoit en train de tester Kiné Quantum. Voilà, on a plusieurs personnes en fait qui vont tester les solutions de façon à avoir les retours de chacun sur la facilité d'utilisation, sur ce que ça apporte, sur ce qu'on peut développer, de façon à voir en fait quels sont les avantages et comment on va les présenter aux patients, comment est-ce qu'on va les utiliser. Donc on est des grands testeurs à Saint-Hélier. On essaye vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour voir ce qu'il y a de mieux. Donc là, ce sont les tests de Kiné Quantum. Après, alors ce qu'on a adopté dans les soins courants, euh, on, on a adopté ah pardon, j'étais sur l'autre. On a adopté par exemple HypnoVR, donc qui est une solution d'hypnose, c'est-à-dire de lutte contre la douleur. Alors pourquoi? Parce qu'elle est extrêmement simple. Vous voyez, vous démarrez en fait l'application sur une tablette, vous posez le casque, et puis les gens, voilà, vont être transportés dans cet environnement. Et vous réglez à la fois les scénarios, vous avez des environnements différents. Vous allez régler également le temps. C'est vraiment plug and play, c'est-à-dire ça va très très vite dans l'installation et dans l'explication, et ça on a trouvé que c'était vraiment un avantage. Et puis après, vous laissez les gens naviguer dans ces environnements. Et ça, c'est une technologie en fait dont on a vu qu'elle avait été extrêmement rapidement accaparée par le personnel soignant, qui vont l'utiliser à la fois pour des soins qui sont douloureux, donc pour des toxines, pour des injections de toxines, pour de la mobilisation, mais également lorsque les gens en ont besoin, lorsqu'il y a des angoisses, lorsqu'ils se sentent angoissés. Il y a même des patients qui demandent en fait ce type de solution pour pouvoir retrouver une certaine quiétude. Donc ça, c'est HypnoVR qu'on utilise en soins courants. La deuxième solution qu'on utilise et qu'on a choisie, c'est Kiné Quantum. Donc là, on voit une personne qui est en train de travailler donc, sur ses bras. De mémoire, elle souffre d'une capsulite rétractile d'un côté. Et là, vous voyez comment elle peut être motivée à l'intérieur d'un jeu où elle oublie finalement son environnement. Elle se retrouve dans quelque chose qui est complètement imaginaire, mais la sensation de présence est telle qu'elle va se prendre au jeu, elle va se concentrer sur ses environnements et elle va développer une motricité qu'elle aurait peut-être pas développée en réel. On la voit ici sur une deuxième solution où elle a des sabres. Il faut couper des fruits donc pour pouvoir avoir des points. Et là encore, on voit cette mobilité donc qui apparaît assez spontanément donc à travers cette rééducation. On doit l'avoir voilà. Et puis sinon, alors nous on utilise Kiné Quantum, on utilise HypnoVR.
Mais vous avez d'autres solutions sur le marché. Alors à droite, vous avez là sur les 5 logos, ça ce sont les solutions qui sont spécialisées dans la lutte contre la douleur. La lutte contre la douleur, on va en reparler juste après. Vous allez voir que c'est quelque chose d'intéressant. Alors vous avez Bliss, vous avez Healthy Mind, vous avez. Alors ce sont les deux dernières sont des solutions américaines, mais qui sont aussi commercialisées en France. HypnoVR, Bliss et Lumine, ce sont des solutions françaises qui sont faites. Alors Lumine, c'est un point particulier aussi, c'est à la fois antidouleur et en même temps c'est greffé sur Google Maps et vous pouvez vous transporter dans n'importe quel point de France. Au lieu d'avoir un écran 2D sur Google Maps, vous vous retrouvez en 3D en fait où vous voulez sur Google Maps. Donc ça c'est aussi intéressant comme solution. Vous avez Virtualis qui est une autre solution aussi de rééducation motrice. Live Out qui est une solution alors qui s'adresse spécifiquement aux personnes âgées et qui le permet. Là, c'est de la vidéo. On fait de la vidéo et elles vont se retrouver dans des environnements locaux, dans des fêtes, dans des décors, dans des villes qu'elles connaissent, sur des visites de villes, de centre-ville. C'est leur refaire revivre en fait de la visite avec de la vidéo. Autre solution assez particulière ici, alors qui n'est pas commercialisée en France, mais qui existe aux États-Unis, c'est Relief VR. Et Relief VR, c'est la seule solution actuellement qui a été acceptée comme un médicament, c'est-à-dire qui fait source de prescription et de remboursement. C'est-à-dire que bah, vous achetez la solution et vous l'utilisez chez vous, et là vous pouvez être pris en charge par la Sécu par cette solution, qui est une solution antidouleur et qui est utilisée sur les lombalgies chroniques. Et donc la FDA, donc, qui fait l'autorisation des médicaments sur le marché américain, l'a autorisé au même titre que des médicaments antidouleurs. Donc vous voyez, les actions sur la douleur, elles sont quand même elles sont bien ancrées aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein d'autres solutions. Il y en a qui sont greffés sur des appareils, c'est-à-dire que là, vous avez de la réalité virtuelle qui va être associée à de l'appareillage. Et là, on voit EasyGain, par exemple, on voit encore Bastien, notre grand testeur, donc comme vous pouvez le constater, donc qui est sur le tapis roulant de EasyGain et qui se promène, là, ce que vous ne voyez pas, mais qui se promène dans un décor complètement virtuel. Donc c'est là qu'il regarde derrière lui, qu'il regarde un petit peu autour de lui. Et là, on va avoir une association de deux choses. Donc tout à l'heure, on avait vu le système Karen, vous savez, extrêmement complexe, avec un écran de 180 degrés et puis un tapis roulant qui faisait à la fois plateforme, etc. Bah, vous avez des systèmes qui sont beaucoup plus simples, qui sont même, qui peuvent être transportés à domicile, puisque là, EasyGain, il le fait aussi sur des solutions qui sont transportables à domicile, où vous pouvez mettre les gens à marcher dans des décors, à faire des exercices en fait d'équilibre entre la gauche et la droite, etc. Donc, et là, en associant la réalité virtuelle, on plonge les gens dans un autre environnement et du coup, on va stimuler une motricité qui est différente, une motivation qui va être différente de celle qu'ils feraient s'ils étaient face à leur mur, face à leur tapisserie ou face à leur rééducateur qui n'en peuvent plus de regarder parce que ça fait 3 mois qu'ils le regardent déjà tous les jours et qu'ils aimeraient bien changer de décor. Donc voilà des utilisations Ok, de la réalité, merci Patrice. de la réalité virtuelle. J'en profite juste pour glisser que nous, on travaille avec tout le monde et bien sûr, on a de conflit d'intérêt avec personne. Euh, Merci pour le tour d'horizon du matériel. Il y a une autre question autour de la pratique, c'est qu'en dit la science aujourd'hui? Alors la science, elle dit beaucoup de choses. Si on regarde le thème de réalité virtuelle et que vous tapez dans PubMed, en fait, vous allez avoir énormément de références. Mais lorsque vous regardez en détail sur ce qui est proposé, vous vous rendez compte que vous avez un mélange en fait dans les solutions. C'est-à-dire que vous allez par exemple sur les revues Cochrane qui datent de 2015-2016, vous avez comme titre en fait impact de la réalité virtuelle sur la rééducation des AVC ou des maladies de Parkinson. Vous allez voir que dans les études qui sont faites, ce ne sont pas des solutions immersives la plupart du temps qui sont utilisées. Ce sont des solutions dites de second degré d'immersion et pas de degré fort, mais de degré moyen. Donc souvent, la Wii est considérée comme un appareil de réalité virtuelle. Alors elle peut être faite évidemment sur grand écran. Plus vous mettez un écran qui est grand, plus vous couvrez le champ visuel. Mais ça reste du 2D et ça reste pas de l'immersion totale. Et c'est vrai que là, lorsque vous allez sélectionner maintenant de l'immersion
totale, alors vous avez de la littérature, évidemment, mais elle est beaucoup moins prolifique que ce que vous avez si on introduit tous les types en fait de réalité virtuelle. Alors vous avez dans la science, vous avez pas mal de références sur la douleur. Alors c'est pour ça que vous voyez que sur la douleur, la FDA, donc aux États-Unis, autorise la réalité virtuelle comme une prescription en fait de médicaments opérationnels, puisque là on a des preuves en fait d'action assez forte de la réalité virtuelle immersive. Et quand vous regardez cette méta-analyse, alors vous voyez que c'est des études un, qui sont très récentes, et puis deux, qui sont, il y en a pas tant que ça. C'est les mêmes auteurs là qui font les mêmes études. Alors là-haut, vous avez une première ligne où c'est réalité virtuelle comparée à la physiothérapie, à la rééducation classique sur la diminution de la douleur, et c'est là un suivi à 6 mois. Et là, on s'aperçoit que la VR fait jeu égal avec la rééducation classique. Maintenant, en bas, si vous faites VR plus rééducation comparée à rééducation classique, à ce moment-là, on a un net avantage lorsqu'on introduit de la VR associée à la rééducation. Et là, on a une taille d'effet considérablement plus importante que sur une rééducation seule. Encore une fois, c'est important, je vous ai mis uniquement parce qu'il il y a les suivis à 2 mois. Mais là, c'est des suivis à 3 à 6 mois, donc sur du long terme, où on voit cette action antidouleur donc, qui persiste. Sur d'autres études, vous avez, alors ça c'est des douleurs chroniques, on a un avantage sur la VR. Maintenant, quand on regarde à l'intérieur de cette méta-analyse aussi, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des études de 2007, de 2010, de 2011, et puis quand vous allez chercher les études les unes après les autres, vous apercevez que c'est pas vraiment des univers immersifs qui ont été utilisés. Quelquefois, c'est des grands écrans, quelquefois, c'est ce sont des choses avec des écrans incurvés, mais qui couvrent pas les 180 degrés, etc., etc. Donc, faut vraiment trier l'information pour ne saisir que ce qui est immersif par rapport à ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est une vraie difficulté quand on fait des recherches. Maintenant, sur la motricité, vous avez quand même des études. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Pour l'instant, elles révèlent plutôt un avantage, on va dire, à l'impact. Alors, dans ce qu'on a vu, ça invite plutôt à travailler en réalité virtuelle. Là, on a voilà, quelques méta-analyses. Alors pareil, hein, pas beaucoup d'études quand même sur le sujet, mais qui vont, on va dire, alors la première c'est sur l'AVC, là c'est le graphique du haut, le graphique du milieu c'est sur les maladies de Parkinson et le graphique du bas c'est sur les atteintes médulaires. Alors, vous voyez, sur les atteintes médulaires, on n'a pas un résultat en fait qui sort du zéro, donc on ne peut pas dire qu'il y ait un avantage. On a une tendance, mais on n'a pas d'avantage particulier, alors que sur les deux premières, on en a eu. Avec quand même des précautions, nous on a fait une méta-analyse aussi sur les maladies de Parkinson et l'utilisation de la VR en ne conservant que les systèmes immersifs. Et là on s'est aperçu que certaines des études avaient des résultats contradictoires, voire même des baisses de performance en réalité virtuelle. Après discussion avec les neurologues de Saint-Hélier, on a eu l'information comme quoi les maladies de Parkinson pouvaient aussi avoir des problèmes rétiniens et qui impactaient en fait leur capacité à pouvoir discerner des contrastes ou des couleurs. Donc ce qui fait que les environnements virtuels qu'on projette et qu'on voit nous d'une certaine façon, que les développeurs voient d'une certaine façon, ce ne sont pas forcément les mêmes que voient les maladies Parkinson. Et du coup, il est possible que dans certains cas, on ait aussi des effets délétères par rapport à la capacité d'analyse en fait de l'environnement virtuel, tout simplement. Euh, Autre donnée qu'on a, c'est sur les fonctions cognitives. Donc, exactement de la même façon, on peut créer des Patrice, environnements dans lesquels... va falloir avancer un tout petit peu après si tu Ouais, veux. les fonctions cognitives, bah, je passe juste ça. Et puis les dernières, c'est sur les comportements où là, on a des choses qui sont très intéressantes puisqu'on modifie les comportements. Là, les comportements de harcèlement, on a montré qu'on arrivait à les modifier, la perception en fait de ces types de comportements. On s'aperçoit qu'incarné dans Einstein, eh bien, on résout pardon, plus facilement les problèmes que lorsqu'on est réincarné en soi-même, comme quoi on s'accapare aussi les qualités de la personne qu'on réincarne. Ici, c'était dans le corps de l'enfant, où on voit qu'on a une appréciation en fait de l'environnement qui est très différente et qui est encore accentuée par la voix, qui est de retour de l'enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis voilà, on a fait le Ok. tour à peu près de ce qu'on Patrice, peut faire. ce que je te propose, c'est qu'on prenne un peu les questions. Voilà, s'il nous reste un peu de temps, on parlera un petit peu des projets Hervé Saint-Hélier.
Je pense que Ok? c'est bien de donner la parole un petit peu à l'auditoire. Donc, n'hésitez pas dans le chat, avec vos micros, à poser des questions à Patrice sur les thématiques qui ont été abordées jusque-là. On a Gaël qui lève la main. Je lui propose d'ouvrir son micro, de nous poser sa question. Oui, bonsoir. Je voulais savoir comment c'était accepté par les professionnels du soin, cette réalité virtuelle, comment les professionnels s'en accaparent au quotidien. Alors, j'allais dire, comme toutes les technologies nouvelles, la plupart du temps, c'est pas le patient qui pose un problème, ce sont les professionnels. On a vu la même chose se poser sur la téléconsultation. Qui n'était pas forcément hyper bien accueilli de la part des professionnels au départ, avec beaucoup d'a priori. Et puis petit à petit sur le fait de l'utiliser, de la mettre en route, avec la littérature qui vient derrière en disant, bah, écoutez, à travers ces nouvelles technologies, on peut faire des choses quand même très intéressantes. On voit les professionnels qui s'en emparent. Ceci dit, quand je vous ai dit tout à l'heure que on a eu une prise en main en fait assez rapide de HypnoVR de la part du personnel. Et on peut distinguer en fait plusieurs facteurs d'acceptabilité, donc qu'on peut mesurer à travers des questionnaires UTOT. Donc il y a des dimensions qui font que les gens ils accaparent plus facilement. Et une des conditions pour que ça soit accaparé, c'est la facilité d'utilisation. Ça doit être facile, ça doit être simple. On ne doit pas passer un quart d'heure à faire des réglages. Et plus on va passer du temps à faire des réglages, plus les gens vont se désintéresser de la solution. Donc c'est pour ça que HypnoVR, dans lequel en moins de 5 minutes, vous arrivez à introduire un patient dans l'environnement virtuel. Alors sur KineQuantum, ça prend un petit peu plus de temps de mettre en route, mais une fois que c'est mis en route avec le patient, vous avez tout son historique, vous avez son dossier, les réglages sont déjà faits et c'est la première séance qui est un petit peu plus longue. Après, ça va beaucoup plus facilement. On a une Donc, autre question, Patrice. ouais. On a le prix de tout ça et est-ce qu'il y a des solutions qui sont déclinables en libéral aujourd'hui? Alors, Sans faire ton commercial, hein, mais pour ouais. répondre à la question. C'est une bonne question. Alors, pour l'activité libérale, ça reste encore un petit peu difficile, c'est-à-dire on est dans des solutions qui sont relativement chères et puis surtout fragmentées, c'est-à-dire que si vous voulez faire de la douleur, vous devez avoir acheté un matériel, si vous voulez faire de la motricité, vous avez une autre solution avec un autre matériel et vous êtes obligé pour l'instant de multiplier un petit peu les approches pour pouvoir couvrir, puisque en libéral, en fait, il faut répondre à tout. Il faut répondre à des choses extrêmement différentes avec des personnes âgées, des jeunes, des sportifs, des pas sportifs. Et donc, les solutions, elles doivent être polyvalentes. C'est là que le bas blesse actuellement. Les solutions, elles ne sont pas forcément polyvalentes et elles restent quand même chères. Alors, pour vous donner un ordre de prix, voilà, sur KineQuantum, on est quand même dans l'ordre autour de 10 000 euros. Les solutions. Sur HypnoVR, on est sur des solutions autour de 3 000 euros. Voilà, donc c'est pas. C'est des choix. Voilà, pour le prix d'un LPG, on peut avoir du bon matériel. Voilà, c'est un peu ça. On est sur des gammes de prix. Alors quand vous regardez en libéral, le matériel, les Uber, les LPG, voilà, qui sont dans ces gammes de prix-là. euh, voilà, j'ai pas les. Donc il y a Thibaut de EasyGain qui pourrait intervenir s'il veut vous donner des tarifs sur la solution de EasyGain, J'invite plutôt les auditeurs à prendre contact avec à Thibaut prendre contact directement s'il y a directement besoin avec eux. voilà. Ok, Voilà, et puis vous aurez les tarifs. Mais c'est vrai qu'en libéral, pour l'instant, ça reste un frein. ça marche. S'il n'y a plus de questions, avant de conclure, je te propose de deux mots de parler des projets Saint-Hélier. Mais tu Alors as sur 2 minutes, Patrice. ouais, sur les projets Choisis un. Saint-Hélier, on a plusieurs choses sur le feu.
on travaille beaucoup sur la notion d'avatar. Alors, c'est avec Artefacto. Artefacto, donc c'est une entreprise qui fait de la réalité virtuelle. Alors, la santé, c'est pas son domaine. Ils sont plutôt dans l'industrie, dans l'immobilier et dans la formation. Et puis, Bicom, qui est l'Institut de recherche technologique à Rennes, qui fait du développement, lui, informatique. Et on travaille sur l'avatar parce qu'on a vu, si vous vous souvenez, la technologie de l'avatar, elle est intéressante du point de vue des effets. Elle est compliquée à mettre en route puisqu'actuellement, soit il faut mettre des combinaisons Tesla, soit il faut couvrir la personne en fait de capteurs, donc ça va prendre une demi-heure de la couvrir de capteurs pour pouvoir avoir un avatar. J'ai que 2 minutes, ok. Et voilà donc où on en est. Vous voyez la création d'un avatar, ça c'est ce que nous a fait Bicom et Artefacto. On est capable de créer un avatar aujourd'hui avec ces technologies. Juste avec ça, la Kinect. Donc on n'a plus rien à poser sur la personne. Donc le patient, il peut être tel qu'il est et on n'a rien à faire dessus. Et là, on a une technologie qui peut être intéressante. Donc là, on est en cours de développement sur ce type de technologie, introduire des environnements virtuels avec un avatar corps entier sans intervenir en fait sur le patient. Ça, c'est extrêmement important. On a 2 études qui sont sur le sujet, Equivirt 1, Equivirt 2 et Equivirt 2 qu'on a terminé, je pense, aujourd'hui ou hier, je ne sais pas, au niveau des inclusions. Bon, je ne vais pas revenir sur les ça. On a d'autres choses en recherche, le simulateur de conduite de fauteuil roulant. Donc là, on travaille avec l'INSA. Et ça nous a permis en fait de tester des solutions à la fois sur le système cave là que vous voyez. Vous voyez, alors là c'est moi qui suis sur le fauteuil. On a les systèmes cave qu'on essaie de comparer. Donc on compare de la 3D à la 2D parce que c'est bien beau d'avoir de l'immersion, mais qu'est-ce que ça apporte de plus que sur un petit écran? Est-ce qu'on est capable de prouver en fait que ça a un apport particulier? Alors sur les simulateurs, on a fait cette étude clinique et on est capable de montrer que oui, la 3D elle est bien supérieure en fait à la 2D du point de vue des capacités de conduite. On s'est posé aussi la question entre le système cave qui est complexe mais qui rend peut-être mieux l'idée avec un simulateur donc, qui est à base de HMD, donc de casque de réalité virtuelle. Ben, on fait jeu égal. Mais c'est pas du tout le même tarif entre les deux, mais avec un casque, on a montré également qu'on arrivait à faire jeu égal sur les performances sur ces simulateurs de conduite de fauteuil. On a 2 études cliniques donc, qui sont en cours sur la douleur. Une qui se passe à Saint-Hélier, qui est avec l'hôpital Léon Bérard donc, sur la lutte contre les soins. Et puis l'autre qui est associée à la clinique mutualiste de la sagesse sur le prélèvement d'ovocytes, sur également la solution d'HypnoVR. Donc là où on apporte nos conseils et puis toute la méthodologie de recherche sur voilà, l'impact que ça pourra avoir sur les solutions et en particulier le remplacement de solutions médicamenteuses donc par des solutions VR qui est voilà, les VR sans effet secondaire et qui peut remplacer des médicaments comme on a vu aux États-Unis sur les lombalgies chroniques. Voilà très vite fait ce qu'on a sur le feu actuellement à Saint-Hélier. Eh ben, merci Patrice pour avoir quasiment tenu les délais. Voilà, donc il n'y a plus de questions a priori. Pardon, si une question de Denis. Un mot sur la partie évaluation en complément de la rééducation. Est-ce exploitable en termes de bilan? Oui, c'est exploitable. Alors la réalité virtuelle, elle a la capacité 30 secondes. d'analyser. Ouais, d'analyser en fait beaucoup de choses et voire même trop de choses. Donc on a énormément de données en fait sur les gens qui sont en réalité virtuelle et qui font les choses puisqu'on a des capteurs un petit peu partout, on a des caméras et on est capable d'enregistrer de tas de données. Je pense que la difficulté pour nous, c'est de savoir ce qui est utile dans l'évaluation et en termes de bilan. Donc là, c'est pas forcément. Moi, je trouve que c'est. Enfin, ça, c'est un avis personnel. C'est pas forcément très bien ciblé dans les solutions de réalité virtuelle où on nous propose en fait des tas de fonctions, des tas d'analyses, des tas de bilans. Mais globalement, voilà. Est-ce que c'est utile? Vous savez, en libéral, moi, j'ai fait ma carrière essentiellement libérale. L'important, c'est d'avoir des bilans simples, rapides, qu'on peut répéter de façon extrêmement facile et qui nous permettent d'avoir un suivi et un diagnostic rapide. Et donc, il faut les choisir pour ça. Et là, on a quelquefois trop de données par rapport à ce dont on a besoin. Merci Patrice. Merci à tous pour avoir suivi ce webinaire en direct de l'association Saint-Hélier. Et j'espère qu'on aura répondu à quelques questions. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il en restait en suspens. Merci à tous et bonne soirée. Merci.